Et le représentant du Pérou qui s'est exprimé au nom du groupe ACT, M. Sall. Gracias. Parla l'espagnol. Very, very few. Merci. Je parle espagnol, mais un tout petit peu, désolé. Par cette question qui est essentielle, le multilinguisme est une richesse et nous devons tout faire pour le préserver. Nous avons 6 langues officielles. Il nous faut aller vers l'application de ces langues dans le travail. Nous avons 2 langues officielles de travail, l'anglais et le français. Je sais que les anglophones n'ont pas souvent le besoin de faire une autre langue puisque c'est la langue où tout converge, mais nous devons quand même valoriser le multilinguisme dans l'organisation. Je suis sûr que si je suis secrétaire général, je vais travailler aussi avec l'intelligence artificielle pour que non seulement les 6 langues officielles soient vraiment pratiquées de façon plus facile, mais toutes les autres langues, en réalité, nous aurons les outils par l'IA pour que les questions de traduction ne soient plus de grandes difficultés. Bien sûr, je ne veux pas dire qu'on n'a pas besoin d'interprètes, loin s'en faut. On a toujours besoin des ressources humaines pour valider d'abord ce qui nous est proposé, mais il y a un moyen de valoriser la langue. Et la langue, elle véhicule aussi la culture et la civilisation. Donc c'est ça la richesse. C'est pourquoi moi je suis un partisan du multilinguisme, je suis déjà polyglotte, même si au niveau des langues internationales, j'en connais que 2. Je suis en train d'apprendre l'arabe, voyez-vous, et j'ai des langues nationales africaines. Donc c'est une richesse que nous devons tous développer. S'agissant maintenant des questions que vous avez posées au nom des 27 petits pays, dites-vous, je répète vos termes, sur le processus de sélection, je crois qu'il y a déjà la charte qui l'a définie. La charte dit l'Assemblée générale élue le secrétaire général sur proposition du Conseil de sécurité. Donc, chaque entité a son rôle à jouer et c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot. Bien sûr, c'est le Conseil qui fera la proposition. Et je crois que ce qui est en jeu aujourd'hui montre qu'il y a une évolution, puisque avant on ne savait même pas comment le SG était choisi. Les gens ils se réveillaient, on savait que bon, on a décidé qu'un tel est choisi entre les pays au niveau du Conseil de sécurité. Donc il y a eu des progrès, en tout cas dans ce qu'on peut appeler la démocratisation du processus. En ce qui concerne la vision que j'ai évoquée, vision intégrée paix et sécurité, prospérité, c'est qu'il ne peut pas y avoir de développement sans paix. Dans les pays où il y a la guerre, on ne peut plus parler de développement. On parle de morts, on parle de déplacés, on parle de réfugiés. On ne parle plus de développement, ni d'éducation. Donc, on ne peut pas traiter séparément la question. C'est pourquoi, même pour les opérations de maintien de la paix, je crois qu'il faut que la dimension politique, la dimension économique soit intégrée. Parce que là où il n'y a pas de développement, où il n'y a pas d'emploi, où il n'y a pas de perspective, il est clair que parler de paix sera difficile. La paix seule aussi ne suffit pas s'il n'y a pas les efforts qu'il faut. Il faut donc combiner l'ensemble et je crois que déjà il y a un effort que les Nations Unies font, mais il faut insister davantage sur cette dimension économique qui doit accompagner la dimension maintien de la paix ou même rétablissement de la paix. Pour ce qui concerne les droits humains, ils sont parfaitement dans les piliers parce que j'ai indiqué que nous avons 3 piliers dans la charte des Nations Unies. Donc, j'ai déjà dit que les réformes qui seront engagées permettront de renforcer notre action en matière de renforcement des droits humains. Donc, je vous remercie.